vous m'entendez, que vous me voyez bien. J'ai plus donné cours par Teams depuis le Covid, donc j'ai un petit peu perdu l'habitude. D'abord, je voudrais m'excuser pour tous les inconvénients que vous avez subis ces derniers jours, mais j'ai eu un accident mardi après-midi et de ce fait-là, ça a été un peu chahuté. On a dû mettre des rendez-vous qui ont dû être annulés ensuite. Voilà, je suis désolé pour ça. Je vais vous partager mon écran. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'appareil urogénital. Urogénital parce que chez le sujet de sexe masculin, il y a une série d'éléments anatomiques qui sont mixtes, qui servent au système urinaire et au système génital. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas le cas chez la femme. Chez le sujet de sexe féminin, les voies urinaires sont tout à fait séparées des voies génitales, très proches les unes des autres, mais ce sont deux systèmes étanches. Le premier élément dans le système urogénital, ce sont les reins. Les reins, ce sont les organes qui produisent l'urine. Et il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé et j'entends tout ce qui tape sur son clavier. Donc voilà, si vous voulez bien vérifier que votre micro est fermé, merci. Donc il y a deux reins, un rein gauche et un rein droit. Et si vous prenez les deux reins ensemble et que vous les mettez sur le plateau d'une balance, vous avez la masse rénale totale, c'est-à-dire 300 grammes en moyenne chez un adulte. Mais le rein gauche et le rein droit ne sont pas symétriques. C'est-à-dire que le rein droit est un peu plus petit que le gauche et le rein droit est aussi situé un peu plus caudalement, un peu plus bas. La raison de cette différence gauche-droite est simple, c'est lié à la présence du foie qui occupe un très grand volume dans la partie crâniale et droite de la cavité abdominale. Et de ce fait, le rein droit reste plus petit et est situé un peu plus bas. Alors, un rein a la forme d'un haricot avec une face antérieure, une face postérieure, un bord latéral qui est régulier, convexe, un bord médial. Vous avez à l'écran les dimensions moyennes d'un rein chez un adulte, 3 cm d'épaisseur, 6 cm de largeur, 12 cm de hauteur. Le rein, il est situé dans le rétropéritoine, donc il est collé à la paroi abdominale dorsale. Il est recouvert par du péritoine du côté ventral, mais il est dans le rétropéritoine. C'est un des éléments très importants du rétropéritoine. Durant la vie embryonnaire, le rein se forme en fusionnant plusieurs ébauches, ce qui fait que chez le nouveau-né et chez le petit enfant, ce haricot n'est pas régulier, il est bosselé. Et puis petit à petit, il va devenir beaucoup plus lisse à sa surface. Chez un adulte jeune, la surface est régulière. Chez une personne âgée, le rein va redevenir bosselé parce qu'il y a un phénomène de sclérose progressive. Et comme vous le voyez sur l'écran, c'est un organe qui a une couleur de type rouge foncé brun. Comment est-ce qu'on peut décrire le rein? La face antérieure, j'ai rien de spécial à vous dire. Face postérieure, rien de spécial à vous dire. Le bord latéral, il est mousse, régulier.
La seule chose un peu intéressante, c'est le bord médial. Le rein, il est situé dans la fosse lombaire, c'est-à-dire que vous avez dans la cavité abdominale la colonne vertébrale qui se projette en direction ventrale, qui fait une saillie qui est proéminente dans la cavité. Et puis vous avez deux renfoncements, un à gauche et un à droite, qu'on appelle les fosses lombaires. Et c'est là qu'on trouve les deux reins. Quand vous regardez un individu en vue dorsale, comme vous le voyez sur cette diapositive, eh bien en fait, si on pouvait voir par transparence, les deux reins sont coloriés en noir sur ce dessin. Et vous voyez que le rein, en fait, il est à cheval. Il y a à peu près la moitié de sa hauteur qui est recouvert par les deux dernières côtes, qui est à hauteur des vertèbres T11 et T12. Et puis, il y a une autre partie qui est en rapport avec la paroi abdominale dorsale, c'est sa portion lombaire. Résultat, ben, le rein, quand on examine un patient, il est en partie palpable dans la partie qui n'est pas recouverte par la cage thoracique. Bon, je vous parlais là je vous parlais du bord médial. Voilà, si vous regardez un rein, le rein droit par sa face médiale, vous avez une crevasse en plein milieu du bord médial du rein. Et ça, c'est ce qu'on appelle son île, le île du rein. Et si on regarde à plus fort grossissement, si on fait un zoom sur le île du rein, on voit que c'est là que tous les éléments qui permettent de connecter le rein au reste de l'organisme viennent se former en un seul paquet. On a déjà rencontré ça souvent en anatomie. Au lieu de faire rentrer l'artère par le dessus, la veine sort par le bas, les lymphatiques du côté latéral et les nerfs du côté médial, ben non, la nature, elle fait un seul paquet. Et dans ce cas-ci, ce paquet d'éléments anatomiques, c'est ce qu'on appelle le pédicule rénal. Dans le pédicule rénal, vous avez trois éléments de grande taille qui sont visibles à l'œil nu. Et ils ne sont pas mis dans n'importe quel ordre. Vous avez du côté ventral la veine rénale, VV, la veine est ventrale. Puis, vous avez l'artère rénale. Alors, elle a une subdivision, mais ça, ce n'est pas intéressant pour vous. Vous retenez veine d'abord du côté ventral, puis l'artère. Et puis, du côté le plus dorsal, vous avez les voies excrétrices du rein. Je vais y revenir un peu plus tard. Quand on voit un rein, sa surface extérieure, quand on le palpe, c'est un organe qui est assez ferme. Et donc, on a l'impression, au premier coup d'œil, que c'est un organe qui est plein. Et en réalité, non, le rein est un organe qui est creux. Alors, sur le petit dessin ici en bas dans la diapositive, j'ai pris un rein droit, je l'ai coupé transversalement, j'ai gardé le pôle inférieur du rein. Et donc, au niveau de son bord médial, j'ai la fente, une espèce de fente de boîte aux lettres, le île. Et cette fente de boîte aux lettres donne accès à une cavité qui est au centre du rein et qu'on appelle le sinus du rein. Si je pouvais me trouver à l'intérieur de cette cavité, dans le sinus du rein, et si je regardais les parois de ce sinus du rein, elles ne sont pas lisses et régulières. Il y a toute une série de saillies.
coniques, qu'on appelle les papilles rénales. Et dans un rein, vous allez avoir 8, 10, 12 papilles rénales. Et je vais voir l'urine qui sort au goutte à goutte au sommet de ces papilles rénales. Sur le dessin, j'ai coupé le rein parce que quand je le regarde par l'extérieur, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est homogène. Mais quand je fais une tranche de section, je me rends compte qu'il y a deux constituants dans le rein. Les papilles rénales, ces saillies coniques, en fait, c'est un peu le sommet d'un iceberg. Et à l'intérieur du parenchyme rénal, je vois que les papilles, c'est le sommet des pyramides rénales, les pyramides de Malpighi. Et puis, il y a un autre type de tissu qui remplit ce qui reste comme espace libre. Et ça, c'est ce qu'on appelle les colonnes rénales, les colonnes de Bertin. Et en physiologie, on va vous expliquer quels sont les différents constituants dans ces deux types de tissus qui sont à l'intérieur même de la masse du rein. Le rein, c'est l'organe qui produit l'urine, mais en fait, produire l'urine, ça veut dire essentiellement purifier notre sang. Et donc, le rein est très, très, très bien vascularisé. Quand on étudie une vascularisation, il y a toujours trois aspects: l'apport artériel, le retour veineux, le drainage lymphatique. Premier aspect, l'apport artériel. Chaque rein va recevoir du sang par l'artère rénale. Et il n'y a qu'une seule artère rénale, une droite pour le rein droit, une gauche pour le rein gauche. Cette artère rénale, elle est branchée sur la face latérale de l'aorte abdominale, à peu près à hauteur de la naissance de l'artère mésentérique supérieure. Et c'est une très grosse artère, 6 à 8 mm de diamètre. Ça veut dire qu'avec une artère qui est branchée directement sur l'aorte abdominale et qui a 6 à 8 mm de diamètre, vous avez un débit sanguin énorme qui arrive dans le rein. Le dessin que je fais d'habitude et que je vous ai affiché ici est assez simple. Ça a l'air d'être un cylindre. En général, l'artère commence déjà à s'arboriser avant de rentrer dans le rein. Et évidemment, on s'est intéressé à cette vascularisation. On a étudié ce qu'on appelle la segmentation artérielle du rein. Ça veut dire voir quelle branche de l'artère va dans quelle partie du rein. Mais ne notez pas ça, parce que malheureusement, ça n'a aucune application pratique. C'est-à-dire que la manière dont le sang se répartit dans le rein n'est pas identiquement la même répartition que la manière dont le rein fabrique l'urine. Donc, on n'a malheureusement pas, du point de vue anatomique, de ligne de conduite pour pouvoir faire des résections partielles du rein. Alors, le fait qu'il n'y ait qu'une seule artère, si vous êtes en bonne santé, il n'y a aucun souci. Le rein est vraiment très bien vascularisé. Mais en pathologie,
Si vous bouchez l'artère rénale, si vous la sténosez, artériosclérose, diabète, eh bien, vous n'avez pas d'autre moyen pour amener du sang dans le rein. L'organisme va réagir à ça et pour maintenir le même débit sanguin arrivant au rein, il n'y a qu'une seule solution. Si le tuyau est plus étroit, il faut mettre plus de pression. Mais notre organisme n'est pas capable de faire ça de manière sélective, rien que dans l'artère rénale. Il augmente la pression dans l'aorte et donc il augmente la pression dans toute la grande circulation. Et donc ça donne une hypertension artérielle. Quand on fait un bilan, parce qu'on a diagnostiqué une hypertension artérielle chez un patient, une des choses qu'on va chercher par de l'imagerie médicale, c'est de voir s'il n'y a pas une sténose de l'artère rénale. Donc on amène beaucoup de sang par l'artère rénale et puis on va le récupérer par la veine rénale. Et là encore, c'est un très gros vaisseau sanguin, la veine rénale, elle est même plus grosse que l'artère, 8 à 10 mm de diamètre. L'artère rénale va quitter le rein et elle va aller se jeter dans la veine cave inférieure. Et là encore, vous allez avoir une asymétrie entre ce qui existe à gauche et ce qui existe à droite, pour une raison très simple, c'est que la veine cave inférieure, elle est à droite et l'aorte abdominale est dans le plan sagittal médian. Résultat, la veine rénale droite, elle est courte, elle a un trajet très simple, elle ne rencontre rien comme obstacle et elle se jette très facilement et directement dans la veine cave inférieure. C'est ce que vous voyez ici à droite sur le schéma. La veine rénale gauche, elle quitte le rein gauche et puis elle arrive face à la colonne vertébrale qui est déjà une saillie. Cette saillie est encore plus accentuée parce qu'il y a l'aorte abdominale et le point anatomique à retenir, c'est que la veine rénale gauche va passer devant l'aorte abdominale. Comme ça, elle ne se fait pas coincer, elle ne se fait pas étrangler. Si elle était passée derrière l'aorte, elle se ferait écraser entre l'aorte abdominale et la colonne vertébrale, et ça poserait beaucoup de difficultés pour le retour veineux. Toujours lié à cette disposition, aorte abdominale dans le plan sagittal médian, veine cave inférieure à droite. Il y a deux autres particularités pour la veine rénale gauche. Le sang qui revient du testicule ou de l'ovaire gauche, donc la veine gonadique, quand elle remonte et qu'elle arrive face à la colonne et à l'aorte abdominale, elle ne franchit pas le plan sagittal médian, elle va se jeter dans la veine rénale gauche. Et le sang qu'on récupère de la glande surrénale à gauche, même système, la veine surrénale centrale ne va pas franchir le plan sagittal médian, elle va longer la colonne vertébrale, elle va descendre et elle va aller se jeter dans la veine rénale gauche. Donc la veine rénale gauche, elle sert à drainer plus de choses que simplement le rein. Troisième volet dans la vascularisation, ce sont les lymphatiques.
Malheureusement, le cancer du rein est un cancer assez fréquent. Et le premier niveau de filtration, le premier nœud lymphatique qu'on va rencontrer, il est collé sur les gros vaisseaux du rétropéritoine, c'est-à-dire que la lymphe qui vient du rein droit, je ne comprends pas pourquoi ce machin fait toujours... Enfin bref. La lymphe qui vient du rein droit, le premier nœud lymphatique qui va la filtrer, il est collé à la veine cave inférieure. Et la lymphe qui revient du rein gauche, le premier nœud lymphatique qui va la filtrer, cette lymphe, il est collé directement sur l'aorte abdominale. Vous comprenez bien que si vous avez un patient qui a une métastase d'un cancer du rein et que cette métastase est collée à la veine cave inférieure ou à l'aorte abdominale, c'est une situation très difficile à gérer en cancérologie. Dans cette même région anatomique se trouvent les glandes surrénales. Alors, les glandes surrénales n'ont absolument rien à voir avec le système urinaire, mais c'est toujours à ce moment-ci qu'on décrit les glandes surrénales dans un cours d'anatomie, parce que ce sont des glandes qui sont déposées sur le pôle supérieur de nos deux reins. Donc, il y a une glande surrénale droite, il y a une glande surrénale gauche. Et ce sont des glandes endocrines, produisent des hormones extrêmement importantes pour le fonctionnement de notre organisme. Dans les vieux livres d'anatomie, on appelle ça les capsules surrénales. Pourquoi? Ça date de l'époque où on n'avait pas les moyens actuels pour embaumer les cadavres avant de faire une dissection. Et donc, quand on pratiquait une dissection, il y avait déjà un certain degré de putréfaction dans les cadavres. Et les glandes surrénales, à ce moment-là, quand on les coupait en deux, au centre, il y avait un liquide noir qui s'écoulait et qui laissait une cavité. Résultat, cette partie centrale d'une glande surrénale, les anatomistes de l'époque ont appelé ça la médullaire. Médullaire, ça fait référence à la moelle parce que c'est un tissu un peu liquide qui ressemblait à la moelle osseuse au centre des os longs. Et puis, ce qui restait, ce qui ne se nécrosait moins vite et qui restait en périphérie, les anatomistes de l'époque ont appelé ça le cortex de la surrénale. Et cette dénomination est restée. Vous avez le cortex de la surrénale et sa médullaire. Mais sur le vivant, ce sont deux tissus charnus. Il n'y a pas de liquide au centre de la glande surrénale. Et ces deux parties de la glande ont des sécrétions endocrines tout à fait différentes. Mais là aussi, je vais vous renvoyer à vos cours de physiologie pour étudier les sécrétions de la cortico-surrénale et de la médullo-surrénale. D'un point de vue anatomique, ces glandes surrénales, on dit toujours qu'elles ont la forme d'un sourcil, parce que vous avez une partie un peu plus effilée, latéralement, qui est déposée sur le pôle supérieur du rein, et puis la plus grosse partie du tissu glandulaire, on dirait qu'il dégouline comme ça vers le bord médial du rein. Donc dans l'ensemble, c'est vrai que ça ressemble un peu au sourcil qu'on a sur le visage avec la queue du sourcil et le corps du sourcil. C'est pas très grand, hein, une glande surrénale. Vous voyez les chiffres sur la diapositive. 30 mm de hauteur, 25 mm de largeur, 7 mm d'épaisseur, pour un poids d'à peu près 12 grammes. Et dans le fond, c'est quelque chose qu'on retrouve
presque systématiquement dans les glandes endocrines dans notre organisme, ce sont toujours des organes de petit volume et des organes assez légers, ce qui n'enlève rien à leur importance fonctionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails anatomiques des glandes surrénales parce que ça n'a pas d'intérêt pour vous. Ce que je voudrais vous dire, c'est que dans notre corps, c'est l'organe qui reçoit le plus grand nombre d'artères. Elles sont toutes petites, hein. Mais vous en avez qui viennent par le dessus, vous en avez qui viennent par le dessous, vous en avez qui viennent du côté médial. Et c'est aussi l'organe qui reçoit le plus grand nombre de nerfs, des nerfs autonomes, hein, notre système nerveux involontaire et inconscient. Ici, sur la partie droite de la diapositive, vous avez la représentation des différentes artères surrénales, dont vous ne devez pas connaître le nom. Et ici, à gauche, vous avez en noir la représentation des différents nerfs qui viennent se brancher sur la glande surrénale. Donc finalement, ça ressemble plutôt à un oursin avec des tas de picots qui partent à sa surface, des artères, des veines, des nerfs. Et pour récupérer le sang qui sort de la glande surrénale, il y a une veine qui est beaucoup plus grosse que toutes les autres. On l'appelle la veine surrénale centrale. Évidemment, notre organisme est très avide de récupérer les hormones qui ont été fabriquées par la glande surrénale. Et donc, je reviens ici quelques instants. Voilà la veine surrénale centrale droite. Elle a un trajet très court, très simple. Elle va directement dans la veine cave inférieure. Et puis la veine surrénale centrale gauche, comme je l'ai dit tantôt, elle va rester à gauche et elle va aller se jeter dans la veine rénale gauche, ce qui nous permet finalement de récupérer toutes les hormones de manière très efficace. Bon. Alors, je vous ai dit que les deux reins et les deux glandes surrénales sont dans les fosses lombaires, à moitié sur la partie basse de la colonne et de la cage thoracique, à moitié à hauteur des premières vertèbres lombaires. Donc, on est très haut dans le rétropéritoine. On est juste en dessous du diaphragme. Alors, comment est-ce que le rein tient à cet endroit-là? Pourquoi est-ce qu'il ne tombe pas? Pourquoi est-ce qu'il ne glisse pas et qu'il se retrouve dans votre petit bassin? Bien, le rein a toute une série d'enveloppes, des enveloppes concentriques, un système en pelure d'oignon. Si vous partez du parenchyme rénal et que vous allez vers l'extérieur, vous allez d'abord avoir la capsule propre du rein. Alors voilà, c'est un tissu conjonctif qui est directement collé à la surface du parenchyme rénal et qui l'emballe. Deuxième couche, de la graisse. Beaucoup de graisse, à laquelle on donne un nom, on appelle ça la capsule adipeuse du rein. Et puis finalement, le plus à la périphérie, la capsule fibreuse du rein. Une gaine de tissu conjonctif. Et c'est la capsule fibreuse du rein qui va s'accrocher au diaphragme, qui va se souder au diaphragme, ce qui fait que le rein est suspendu à la coupole diaphragmatique et c'est grâce à ça qu'il reste dans sa position anatomique normale. Et là, il y a une particularité qui est liée à la manière dont se constitue
le pédicule rénal. Je vous ai dit, le pédicule rénal, c'est on prend tous les éléments qui viennent se brancher sur le rein, on en fait un seul paquet et on branche ça sur le rein. Donc, je ne sais pas comment ça se fait ce bazar. Bon. Voilà. Vous avez l'artère rénale qui vient de l'aorte abdominale. Vous avez la veine rénale qui va aussi vers le plan sagittal médian, qui va vers la veine cave inférieure. Vous y ajoutez les lymphatiques, vous y ajoutez les nerfs. Tous ces éléments-là se collent les uns aux autres et ils sont dans un plan transversal. Mais dans le pédicule du rein, vous avez aussi les voies excrétrices, c'est-à-dire ce qui va récolter l'urine et puis qui va transporter l'urine vers le milieu extérieur. Et là, les voies excrétrices du rein ne vont pas aller vers le plan sagittal médian. Elles ne vont pas aller vers la veine cave inférieure ou vers l'aorte abdominale. Elles vont descendre vers la vessie urinaire, vers le petit bassin. Résultat, eh bien, cette capsule fibreuse du rein, elle a une ouverture qui ressemble à une fente de boîte aux lettres, qui permet aux voies urinaires de partir en direction caudale et de ne pas rester en direction médiale. Ici, c'est étanche, la capsule fibreuse se soude à la périphérie de l'artère, de la veine, des lymphatiques, des nerfs. Mais là, il y a un trou. Là, il y a un trou. Encore une fois, chez un sujet normal, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais en pathologie, on rencontre ce qu'on appelle une ptose rénale. Ça veut dire que le rein glisse. Alors, sa capsule fibreuse, elle est attachée au diaphragme, elle ne va pas bouger. Mais parfois, le rein a la mauvaise idée de passer dans cette fente de boîte aux lettres et de tomber en direction caudale. Et là, évidemment, c'est pas bon parce que la veine rénale va être pliée, l'artère rénale va être pliée, les voies urinaires vont aussi subir un phénomène de flexion, ça va perturber le fonctionnement du rein. Mais il y a une chose intéressante dans l'anatomie, c'est que la capsule fibreuse du rein forme un petit compartiment qui est destiné uniquement à la glande surrénale. Il y a une cloison entre le rein et la glande surrénale. Résultat, en pathologie, quand vous avez une ptose du rein, quand le rein glisse et descend, la glande surrénale, elle reste bien en place, elle ne souffre pas. Autre application de cette caractéristique anatomique, quand on doit enlever le rein d'un patient, en principe, cette intervention ne comporte pas de risque pour la glande surrénale puisqu'elle a cet emballage conjonctif qui lui est propre, qui forme un compartiment isolé par rapport au rein. Dernier élément concernant les deux reins, ce sont les rapports topographiques. Alors, les rapports topographiques en anatomie, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est au-dessus, qu'est-ce qui est en dessous de l'organe qu'on étudie. Je ne vais pas rentrer dans des détails parce que pour des pharmaciens, ça n'a pas d'intérêt. Je voudrais juste vous signaler un des rapports topographiques et sur Web Campus, je vous ai mis ce dessin-ci qui est très compliqué. Mais il y a une seule chose que vous devez retenir à ce sujet-là, c'est la flèche verte que j'ai dessinée ici. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que j'ai derrière les deux reins? J'ai les éléments qui constituent la paroi dorsale de ma cavité abdominale. Des muscles et de nombreux nerfs.
J'aurais pas dû cliquer sur ce machin. Comment est-ce que je reviens maintenant en arrière? Scheiße. Ouais. Alors. Donc, de nombreux nerfs. Quand on a un abcès au niveau d'un rein, quand on a une tumeur au niveau du rein, le résultat, c'est que les phénomènes pathologiques vont irriter ces nerfs. Ça va se répercuter sur ces nerfs. Le nerf génito-fémoral, notamment. Résultat, quand vous avez un patient qui a une pathologie rénale, il a mal dans la région où se situe le rein. Et avec sa main, il va vous montrer une zone qui est à cheval sur sa cage thoracique et sur sa région lombaire. Mais avec l'irritation des nerfs, la douleur va continuer, elle va lancer en suivant le trajet de ces nerfs, et la douleur va irradier jusque la partie proximale de la cuisse et jusqu'aux organes génitaux externes. C'est une irradiation de la douleur qui est assez typique des pathologies rénales et qui est liée à la proximité entre le rein et le nerf génito-fémoral. Bon, on a fabriqué de l'urine avec nos deux reins. Maintenant, il faut l'évacuer. Et ça, c'est le rôle des voies excrétrices du rein, qui commencent à l'intérieur même du rein, dans le sinus du rein, dans cette cavité qui est au centre du rein. Et là, chaque papille rénale, la saillie conique, va être coiffée par une espèce de ventouse. Ces ventouses, on les appelle des calices rénaux mineurs. Un calice rénal mineur se met sur chaque papille rénale. Et ce sont des structures anatomiques qui ont des muscles lisses. Ça me fait toujours penser à ce qu'on voit à la ferme quand le fermier traite ses vaches. Vous savez, il y a des treilleuses automatiques maintenant, hein. Et donc, on met une ventouse sur chaque mamelle du pis de la vache et l'appareil suce le lait et le fait sortir du pis de la vache. Eh ben, nous avons exactement ça dans nos reins. Ces calices rénaux mineurs vont sucer l'urine qui sort au sommet des papilles rénales. Et puis, ça va confluer pour former des calices rénaux majeurs. Il y en a 2 ou 3 par rein. Les calices rénaux majeurs confluent et ça forme ce qu'on appelle le bassinet, qui est un espèce d'entonnoir aplati. Alors, le bassinet, il est à moitié dans le rein, dans le sinus du rein, et à moitié en dehors du rein. Il sort par le hile rénal et il part en direction caudale en sortant de la capsule fibreuse du rein. Et cet entonnoir, qu'on appelle le bassinet, va se poursuivre par un tuyau cylindrique qu'on appelle uretère. Donc nous avons 2 uretères, un uretère droit pour le rein droit, un uretère gauche pour le rein gauche. Et ce tuyau cylindrique va d'abord longer la colonne lombaire, il va être dans le rétropéritoine.
Cette première partie, on va l'appeler le fuseau lombaire de l'urétère. Ce fuseau lombaire, c'est un cylindre blanc qui fait 9 à 15 mm de diamètre. Et ce qui est caractéristique, c'est que dans sa paroi, vous avez des fibres musculaires lisses, des fibres longitudinales, des fibres circulaires, un peu comme ce qu'on a dans le tube digestif. Résultat, vous avez un péristaltisme. Donc, ça veut dire que l'urine qui est fabriquée dans un rein ne va pas descendre dans la vessie simplement par l'effet de la gravité. Heureusement pour nous, hein, parce qu'on passe quand même un tiers de notre vie à dormir en étant en décubitus dorsal. Et donc, ça ne pose pas de problème du point de vue fonctionnel parce que le transport de l'urine du rein vers la vessie est un transport actif. Et à ce niveau-là, il y a une particularité qu'on n'a pas ailleurs. D'habitude, bon, par exemple, dans le tube digestif, le péristaltisme du tube digestif, il est commandé par toute une série de nerfs de notre système nerveux autonome. Tandis qu'ici, au niveau de l'urtère, c'est un péristaltisme myogène. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous coupez tous les nerfs qui viennent se brancher sur l'urtère, il continue à avoir son péristaltisme. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très utile dans le cadre des greffes de reins. Quand on réalise une greffe rénale, on prélève le rein du donneur, on prélève une partie de ses voies excrétrices, puis on met ça dans le corps du receveur. Évidemment, quand vous prélevez le rein, le bassinet et le fuseau lombaire de l'urtère, vous coupez tous les nerfs qui viennent se brancher sur l'urétère. Et vous branchez ça sur la vessie du receveur. Eh bien, grâce à ce péristaltisme myogène, l'évacuation de l'urine fabriquée par le greffon va se faire même en étant complètement dénervé, isolé de son innervation autonome. Donc, première étape, on longe la colonne vertébrale, fuseau lombaire, et puis on arrive à la limite entre l'abdomen et le bassin. Et là, il va falloir enjamber une marche d'escalier. Quelle marche d'escalier? L'artère iliaque commune, au moment où elle se divise en iliaque externe et iliaque interne. Alors, vous voyez ça ici. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, votre urtère n'est plus un beau cylindre régulier, ça devient quelque chose de plus aplati. C'est le rétrécissement iliaque de l'urtère. Et comme c'est rétréci à cet endroit-là, chez un sujet en bonne santé, ça n'a aucune espèce de conséquence. Par contre, si vous faites une pierre, si vous faites une lithiase dans le bassinet, dans la sortie du rein, malheureusement, assez souvent, à un moment donné, ce calcul rénal va être emporté par le flux d'urine, il va descendre dans l'urtère, aller vers la vessie. Et le premier endroit où il risque fort de se bloquer, c'est le rétrécissement iliaque, puisque là, l'urtère est de calibre rétréci. Une fois qu'on a franchi cette étape, on arrive dans le petit bassin pelvis, donc la deuxième partie de l'urtère, c'est ce qu'on appelle son fuseau pelvien. Et là, l'urétère va d'abord, ma flèche, va d'abord rester collé à la paroi latérale du petit bassin. Il va arriver jusqu'au plancher du petit bassin, il va décrire une courbe et il va partir vers l'avant pour aller vers la vessie urinaire.
Le trajet dans le petit bassin, il est identique chez l'homme et chez la femme, mais ce qui change en fonction du sexe, ce sont les organes qu'on va longer pour arriver jusqu'à la vessie. Au niveau du petit bassin d'un homme, on va passer à côté du rectum, et puis on ne va pas rencontrer grand-chose jusqu'au moment où on arrive presque directement dans la vessie, tandis que chez la femme, le fuseau pelvien va passer près du rectum, et puis il va longer l'utérus pour finalement arriver dans la vessie urinaire. Alors la vessie urinaire, c'est un organe qui doit d'abord stocker l'urine temporairement, et puis ensuite l'évacuer vers le milieu extérieur. Il y a une vessie, donc on va ramener dans la vessie urinaire l'urine qui est fabriquée par les deux reins. Jusqu'à présent, vous aviez deux systèmes isolés, un à gauche, un à droite. À partir de maintenant, on va se retrouver dans la suite du circuit qui sera commune à la fois pour le rein gauche et pour le rein droit. Alors, la vessie urinaire, elle est dans le petit bassin, dans le pelvis, et que ce soit chez l'homme ou chez la femme, dans les deux sexes, c'est l'organe qui est le plus ventral dans le petit bassin, juste derrière la symphyse pubienne. Et chez un adulte, je le redis, la vessie est dans le petit bassin, elle reste dans le petit bassin. Mais ce n'est pas du tout comme ça au départ. Sur cette diapositive, vous avez à gauche la vraie coupe sagittale médiane réalisée dans le corps d'un nouveau-né, et puis à droite, vous avez le dessin correspondant. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir de ça que la vessie, chez un bébé, elle a la forme d'un ballon de rugby. Et comme il n'y a pas beaucoup de place dans le petit bassin, chez un nouveau-né, un nourrisson, un enfant, la vessie urinaire, chez le sujet très jeune, elle est abdominale. Il y a une petite partie qui passe derrière la symphyse pubienne, mais la plus grande partie de la vessie est juste derrière la paroi abdominale ventrale, presque jusqu'à mi-hauteur entre la symphyse pubienne et l'ombilic. Ce qui va se passer au fur et à mesure des années, après la naissance, c'est que la vessie va progressivement se tasser. Elle va descendre dans le petit bassin, elle va changer de forme. Alors, quelle est la forme de la vessie chez un adulte? C'est assez difficile à décrire parce que tout dépend de son degré de remplissage. Alors, si vous avez la vessie qui est complètement vide, elle est complètement écrasée sur le plancher du petit bassin par tous les autres organes qui sont là, l'aisance intestinale grêle, le côlon sigmoïde. Et donc, vous avez une espèce de crêpe triangulaire. Vous voyez ça par une vue crâniale ici, du pelvis. Voilà le rectum ici derrière. Et puis, ce qui est colorié en brun, c'est la vessie triangulaire et complètement aplatie. Mais bon, on va remplir notre vessie et elle va prendre une forme de tétraèdre. Donc une espèce de pyramide à quatre faces. Alors la capacité de la vessie, combien de millilitres d'urine peut-on stocker dans une vessie? Évidemment, il y a de nombreuses variantes d'un individu à l'autre. Il y a un point commun qui est très important. Quand la vessie est vide, elle est vide.
il n'y a pas d'urine qui reste dans la vessie quand on a vidangé la vessie. Et vidanger sa vessie, en médecine, ça s'appelle procéder à une miction. La miction, c'est le fait de vider sa vessie. Donc, chez un sujet normal, il n'y a pas de résidu post-mictionnel. Et ça, c'est très important pour éviter des problèmes d'infection urinaire. De l'urine qui reste en permanence dans la vessie, ça finit toujours par s'infecter. On voit ça chez les personnes âgées qui ont des problèmes de prostate. Ils ne savent plus vider convenablement leur vessie complètement. Il y a toujours un peu d'urine qui stagne et ça donne des problèmes d'infection. Donc, quand elle est vide, elle est vide. Quand on la remplit, à 250 millilitres, vous commencez à vous dire que dès que vous verrez une toilette, il n'y a pas d'urgence, mais enfin, vous irez la vider. À 350 millilitres, vous avez vraiment envie de trouver une toilette. À 700 millilitres, vous courez comme une poule sotte partout en cherchant désespérément une toilette. Ceci dit, encore une fois, chez les prostatiques, par exemple, on peut trouver ce qu'on appelle un globe vésical, c'est-à-dire que la vessie, là, redevient en partie abdominale. Elle est tellement gonflée qu'elle dépasse le sommet de la symphyse pubienne. Et à ce moment-là, pour soulager le patient, on peut ponctionner la vessie avec un trocar, en passant le trocar juste au-dessus de la symphyse pubienne pour permettre l'évacuation de l'urine par ce trocar s'il y a un blocage complet des voies urinaires en aval. Dernier élément à vous donner à propos de la vessie, le contrôle neurologique de la vessie est un phénomène très compliqué du point de vue anatomique et du point de vue physiologique. Ce qui fait qu'un enfant en bas âge ne sait pas contrôler volontairement sa vessie, ne sait pas contrôler sa vessie pendant le sommeil. Autrement dit, on fait pipi au lit, et en médecine, faire pipi au lit, ça s'appelle de l'énurésie. L'énurésie est un phénomène tout à fait normal jusqu'à l'âge de 6 ans. Il y a une maturation des circuits neurologiques qui contrôlent la vessie, qui fait qu'il y a encore quelques accidents la nuit. Mais tant que l'enfant a moins de 6 ans, il ne faut pas s'en inquiéter. Si ça continue après l'âge de 6 ans, là, on peut considérer que ça devient pathologique. Pour décrire la vessie, vous savez, c'est comme d'habitude en anatomie, on essaye d'avoir une démarche un peu arbitraire. Alors on dit que la vessie est remplie à moitié, comme ça elle a une forme de tétraèdre. Et quand on est à ce stade-là de remplissage, il y a une face ventrale, il y a une face dorsale, il y a une base, et il y a un sommet, l'apex. Et puis vous avez une face gauche, une face droite. La vessie, elle pend, elle est attachée à l'ombilic, à la face interne de l'ombilic. Alors c'est une caractéristique anatomique qui vient de l'embryologie. Il y a un élément embryonnaire qu'on appelle l'ouraque, qui se transforme ensuite en un cordon fibreux, qu'on appelle le ligament ombilical médian. Bref, le sommet de la vessie est relié à la face interne de l'ombilic par ce ligament ombilical médian. De toutes les faces de la vessie, la plus intéressante, c'est la base. Pourquoi c'est la partie la plus intéressante? Parce que c'est là que vous avez une série de tuyaux qui viennent se brancher sur la vessie. Alors, quels sont ces tuyaux? Il y en a deux qui amènent l'urine dans la vessie. Ce sont les deux uretères, un gauche, un droit.
avec un orifice qui permet de faire rentrer l'urine dans la vessie. Et puis vous avez un autre orifice qui se prolonge par un tuyau qui va aller vers le milieu extérieur. Et ce tuyau-là s'appelle l'urètre. Alors je suis désolé, je trouve que cette nomenclature elle est compliquée parce que ça donne souvent des lapsus. Uretère, c'est ce qui amène l'urine dans la vessie. Urètre, c'est ce qui permet de vider la vessie. Et l'orifice de l'urètre, l'ostium urétral, c'est le point le plus déclive de la cavité de la vessie. Et c'est pour ça que quand on vide sa vessie, normalement, il n'y a pas de résidus post-mictionnels. Pour une fois, l'anatomie est bien faite. C'est un peu comme le tuyau d'évacuation de votre baignoire. C'est le point le plus bas de la baignoire. Comme ça, quand vous la videz, il n'y a pas d'eau qui reste dedans. Ben, ici, c'est la même chose. Alors, à ce sujet-là, il y a un point très important. Le système urinaire, il doit fonctionner à sens unique. On prend de l'urine dans les reins, on envoie l'urine dans la vessie, et puis quand on contracte sa vessie, on fait sortir l'urine dans le milieu extérieur. Et quand on contracte sa vessie, il ne faut pas renvoyer de l'urine vers le haut, vers les deux reins. Ça existe en pathologie, c'est ce qu'on appelle un reflux vésico-urétéral. Et ça, les reins détestent. Les reins ne supportent pas de voir l'urine remonter et ils baignent dans leur propre urine. Le rein, quand il a fabriqué l'urine, il faut qu'il s'en débarrasse immédiatement. Alors, quel est le mécanisme anti-reflux vésico-urétéral? Eh bien, il est donné par la manière dont l'urètre se branche sur la vessie. Ici, vous avez une coupe sagittale qui passe exactement à l'endroit où l'urètre vient s'implanter dans la vessie. Ceci, c'est la cavité au centre de la vessie. Et cette implantation de l'urètre a plusieurs caractéristiques anatomiques. D'abord, il s'implante en oblique. Et dans les malformations congénitales qu'on voit dans cette région anatomique-là, vous avez des enfants qui naissent avec un urétère ou deux urétères qui viennent s'implanter perpendiculairement à la paroi de la vessie. Et ça donne des reflux vésico-urétéraux. Donc, implantation oblique. Alors, qu'est-ce que ça vous donne comme avantage d'avoir une implantation oblique? Ça veut dire que l'urétère va traverser la paroi de la vessie sur un trajet de 10 à 15 mm. C'est long. Et la paroi de la vessie, elle est essentiellement constituée par du muscle lisse. Et puis, si vous regardez la toute fin de l'urétère, vous avez la moitié de son trajet qui est directement en dessous de la muqueuse de la vessie. Ça veut dire que si vous remplissez votre vessie, la pression dans la vessie augmente, vous appuyez de plus en plus sur cette partie terminale de l'urétère, vous l'écrasez, vous empêchez l'urine de remonter dans l'urétère vers le rein. Et la dernière caractéristique, c'est le fait que finalement, l'orifice terminal de l'urétère, qu'on appelle ostium urétéral, c'est un tout petit trou qui ne fait que 2 à 3 mm, et ça aussi, ça permet d'avoir un passage à sens unique. Dernier élément, c'est l'urètre, qui est très différent chez la femme et chez l'homme. Alors, on va commencer par l'urètre chez la femme, parce que c'est le plus simple. Un tuyau qui part de la vessie et qui va en ligne droite vers le milieu extérieur. Résultat, l'urètre chez la femme est très court, 35 mm, et on arrive au milieu extérieur. Il est tout droit.
Et c'est un organe qui est exclusivement urinaire. Chez la femme, l'urètre ne sert qu'au passage de l'urine. Vous verrez que chez l'homme, c'est un organe mixte. Résultat, les principales pathologies qu'on rencontre chez la femme dans cette région anatomique, ce sont des phénomènes d'incontinence urinaire. L'incapacité à empêcher la vidange de la vessie, les fuites urinaires. Alors, quels sont les éléments anatomiques qui contrôlent l'urètre? Il y en a deux. Ce sont deux sphincters. Sphincter, c'est toujours un muscle qui a la forme d'un anneau, d'un cercle. Vous avez d'abord un sphincter lisse. Cet adjectif lisse fait référence au type de fibre musculaire qui constitue le sphincter. Muscle lisse, ça veut dire commandé par notre système nerveux autonome, involontaire, inconscient. On n'a pas besoin de réfléchir en permanence pour bloquer la vidange de la vessie, c'est le sphincter lisse qui s'en occupe. Et puis, juste un peu plus caudalement, vous avez un deuxième sphincter qu'on appelle le sphincter strié de l'urètre. Encore une fois, strié, ça ne fait pas référence à l'aspect macroscopique de cet anneau musculaire, mais en histologie, on voit qu'il est constitué par des fibres musculaires de type strié. Ça veut dire commandé par des nerfs du système nerveux volontaire, conscient. Et celui-là, c'est le sphincter que vous pouvez commander de manière volontaire pour empêcher la vidange de la vessie quand votre vessie est fort remplie. Alors voilà, un urètre court, deux petits sphincters. Résultat, quand on est en bonne santé, ça ne pose pas de problème, mais chez les personnes âgées, par exemple, chez les femmes âgées, il y a un certain nombre de pathologies d'incontinence urinaire. Voilà, alors ça concernait la partie urinaire de notre système. Maintenant, on va aborder la partie du système génital. Et on va commencer par le système génital masculin, qui comporte d'abord et avant tout deux gonades, deux organes qui fabriquent les spermatozoïdes, ce sont les testicules. Alors le testicule a une forme d'ovoïde aplati. Chez un adulte, 4 cm de grand axe, 3 cm de largeur. Et ce qui est très caractéristique du testicule, c'est que durant la vie embryonnaire, le testicule se forme, se constitue près des reins. Ça veut dire très haut, ça veut dire dans le rétropéritoine, ça veut dire pas du tout dans sa situation anatomique définitive. Et durant notre vie intra-utérine, très progressivement, il va y avoir une migration du testicule qui va glisser sur la paroi abdominale dorsale, puis il va glisser sur la paroi du bassin, et puis il va carrément perforer la paroi abdominale ventrale. Il va pousser devant lui toute une série de couches de tissu, et il va finalement s'arrêter dans un cul-de-sac qu'il aura créé par une série d'enveloppes qu'on appelle les bourses. Donc, le testicule, dès la naissance, et pour tout le reste de la vie, il doit se trouver à l'intérieur des deux bourses. Il y a deux testicules, un droit et un gauche, et le testicule, à l'intérieur de chaque bourse, est très étroitement associé à ces voies excrétrices. Il y a un système qui va récupérer les spermatozoïdes et qui va les faire revenir dans la cavité du petit bassin. Alors, ce système qu'on appelle les voies spermatiques, ça comporte plusieurs éléments successifs.
Le premier élément s'appelle l'épididyme. Alors, l'épididyme a une grosse extrémité ventrale qui est soudée au pôle supérieur du testicule. Et puis, il devient plus cylindrique, il longe le bord supérieur du testicule. Une partie s'appelle le corps, et puis une dernière partie, la queue de l'épididyme. Le système d'évacuation continue, on est arrivé au fond de la bourse, alors on fait demi-tour, on remonte, et la partie qui remonte s'appelle le conduit déférent. Le conduit déférent. Alors, résultat de cette migration embryonnaire, comme le testicule au départ se forme dans la région lombaire, près des reins, au début, il a une toute petite artère testiculaire qui se détache de l'aorte abdominale, qui fait un tout petit trajet qui arrive à la gonade. Et puis, quand le testicule migre, il va tirer... Il va tirer derrière lui son artère, sa veine, avec pour résultat, finalement, que vous avez une artère testiculaire qui part de l'aorte abdominale et qui vous montre tout le trajet qu'a fait le testicule durant la vie embryonnaire. On descend le long de la colonne lombaire, on entre dans le bassin, on passe à travers la paroi abdominale et on arrive dans la bourse. Et les veines qui drainent le testicule font exactement le chemin inverse, en partant du testicule et en remontant pour aller se jeter dans la veine cave inférieure à droite, la veine rénale à gauche. Bon, c'est un très long trajet, mais ça n'a pas d'importance parce que finalement, on est directement branché sur des très gros vaisseaux. Ça montre l'importance du testicule pour la perpétuation de l'espèce. Et donc, il y a une vascularisation tout à fait privilégiée. L'artère testiculaire, elle est directement branchée sur l'aorte abdominale. On ne sait pas avoir mieux comme point de départ pour alimenter une artère que d'être branché directement sur l'aorte abdominale. Mais tout ça, je vais dire, il y a un prix à payer pour ça, c'est que finalement, quand vous regardez le testicule au fond de la bourse et tous les vaisseaux sanguins qui sont là au-dessus, vous avez un organe qui ressemble un peu à une prune qui est pendue à la branche du prunier par un petit bâtonnet en bois. Tous les éléments qui se branchent sur le testicule se mettent en un seul paquet. Ce paquet s'appelle le cordon spermatique. Alors, quel est le problème, me direz-vous? Le problème, c'est que on peut très bien faire tourner le testicule sur lui-même. On tord le cordon spermatique et on empêche le passage du sang aussi bien dans l'artère que dans les veines. Alors, il y a toute une série de caractéristiques anatomiques qui permettent d'éviter ça. C'est ce qu'on appelle une torsion testiculaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le point faible dans l'anatomie du testicule, c'est le fait qu'il pend comme ça au bout de son cordon spermatique et qu'il a une certaine mobilité à l'intérieur de la bourse. Si vous regardez cette vue ventrale, voilà le testicule. Et vous voyez que les veines qui quittent le testicule, elles forment un gros réseau veineux, des nombreuses veines anastomosées les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle le plexus veineux pampiniforme. Pourquoi est-ce qu'on a un gros paquet de veines comme ça, juste au-dessus du testicule, dans la racine de la bourse? Eh bien, si le testicule est dans cette position anatomique, à l'extérieur de notre organisme, en quelque sorte, en tout cas à l'extérieur du tronc,
C'est parce que cet organe a besoin d'être à une température inférieure à 37 degrés pour fonctionner convenablement et produire les spermatozoïdes. En étant dans la bourse, il y a une déperdition de chaleur qui fait qu'on est à une température inférieure à la température centrale. Bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il fait froid? Vous me direz, on ne se promène pas tout nu, donc il n'y a pas de souci, mais l'être humain, il y a toute une période de notre histoire où on était tout nu. Et donc, nous avons ce plexus veineux pampiniforme dans lequel le sang circule plus lentement, parce qu'il y a des tas de communications entre les veines. Résultat, c'est une espèce de radiateur qui diffuse de la chaleur. S'il fait chaud dans le milieu extérieur, le testicule va descendre au fond de la bourse, il va s'éloigner du radiateur pour être à moins que 37 degrés. S'il fait froid, le testicule va remonter dans la bourse pour aller en quelque sorte se plaquer contre ce radiateur qu'est le plexus veineux pampiniforme. Et ça, c'est possible parce que au moment où le testicule traverse la paroi abdominale durant la vie embryonnaire, il va emporter avec lui de nombreuses couches de tissu. Je ne vais pas vous les détailler, ça n'a pas d'intérêt pour vous, mais parmi toutes ces couches de tissu, il y a une couche de muscle. C'est ce qu'on appelle le muscle crémastère. Eh bien, ce muscle crémastère, quand il fait froid, il se contracte, il fait remonter le testicule, il le plaque contre le plexus veineux pampiniforme pour garder quand même un minimum de température au niveau du testicule. Et je vous ai mis, je pense, sur WebCampus un dessin qui représente ce muscle crémastère qui va se déposer un peu comme ça sur la surface du testicule et s'y amarrer. Ça forme une espèce de hamac qui contient le testicule. Dernier élément à vous signaler, pour traverser la paroi abdominale ventrale, on traverse un tunnel dans la paroi et ce tunnel, ça s'appelle le canal inguinal. Vous avez peut-être déjà entendu parler de hernie inguinale. Bien, ce sont des sujets chez qui une anse d'intestin grêle s'engage dans ce canal inguinal et arrive dans la partie haute de la bourse. Donc ça, c'est une pathologie, hein, c'est pas normal. Chez le sujet normal, ça ne se produit pas. Pourquoi? Bien parce que le trajet qu'on fait pour traverser la paroi abdominale, c'est un trajet en baïonnette. Autrement dit, durant la vie embryonnaire, le testicule, il ne passe pas directement dans le sens dorso-ventral à travers la paroi. Il va partir vers l'avant, puis il part en oblique en direction médiale, et puis il arrive dans la bourse. Alors, ce trajet en baïonnette qui passe à travers toute une série de plans musculaires et aponevrotiques, eh ben, ça fait que vous avez un mécanisme d'étranglement de ce canal inguinal dès qu'on fait un effort musculaire. Et c'est ça qui empêche un sujet en bonne santé d'avoir une hernie inguinale. Donc, le testicule, il produit les spermatozoïdes. Ils sont captés par l'épididyme. L'épididyme se poursuit par le conduit déférent. Et le conduit déférent, il va passer à travers le canal inguinal. Il va rentrer à l'intérieur du petit bassin de l'homme. Il va longer la vessie urinaire par sa face latérale. Et puis, il va aller se mettre sur la base
de la vessie. Alors voilà, sur une vue dorsale, ce conduit déférent dans sa portion à l'intérieur du petit bassin. Il arrive et il se colle sur la base de la vessie. Et là, il y a un autre élément qui intervient. Le testicule, il produit en permanence des spermatozoïdes. Mais par contre, l'éjaculation est un phénomène intermittent. Donc, on a besoin d'un système de stockage. Et vous allez voir, ça va un peu vous faire penser à ce qu'on a décrit pour la bile au niveau du foie. On a une voie biliaire accessoire avec une vésicule biliaire qui stocke la bile. Eh bien ici, c'est la même chose. Juste avant d'arriver à la prostate, il y a une voie de dérivation. Et vous avez un organe qui est collé sur la base de la vessie chez l'homme, un à droite, un à gauche, qui va stocker les spermatozoïdes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vésicule séminale, une à gauche, une à droite. Et puis, au moment de l'éjaculation, ce qui a été stocké dans les vésicules séminales va être évacué vers le milieu extérieur. Alors ça, c'est une vue dorsale un peu plus réaliste. Et cet organe très irrégulier, bosselé, plaqué sur la base de la vessie, c'est ça, la vésicule séminale droite, la vésicule séminale gauche. L'élément suivant dans le système génital masculin, c'est la prostate. La prostate, c'est un organe qui est constitué en grande partie de fibres musculaires lisses, à peu près un tiers de son volume, ce sont des fibres musculaires, et les 2/3 du volume, c'est un tissu glandulaire. La sécrétion de la prostate va représenter à peu près 20% du volume du sperme. Donc c'est un constituant important du sperme. Et cette prostate, chez l'adulte, elle a une forme un peu comme un marron qui est plaqué sur la base de la vessie, qui se poursuit caudalement par rapport à la vessie et qui emballe l'urètre masculin. Ce qui fait que l'urètre chez l'homme, c'est un organe qui est mixte. La plupart du temps, l'urètre permet d'évacuer l'urine de la vessie vers le milieu extérieur. Par contre, au moment de l'éjaculation, ce sont les spermatozoïdes et les sécrétions prostatiques qui vont être injectés dans l'urètre et partir vers le milieu extérieur. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler des personnes qui ont des problèmes d'hypertrophie de la prostate. C'est parce que c'est un organe qui, avec l'âge, augmente de volume. Et le problème qui se présente à ce moment-là, c'est que la prostate va étrangler cette première partie de l'urètre et va faire en sorte qu'il sera plus difficile de vidanger sa vessie. Je vous disais tout à l'heure que chez la femme, la pathologie la plus fréquente, c'est l'incontinence urinaire. Chez l'homme, c'est l'inverse. La pathologie la plus fréquente, c'est la rétention urinaire, l'incapacité de vidanger complètement sa vessie. Parce que chez l'homme, vous avez 3 éléments qui permettent d'empêcher la vidange de la vessie. Alors, vous avez un sphincter lisse de l'urètre, un premier anneau musculaire juste à la sortie de la vessie, c'est comme chez la femme. Puis, vous avez la prostate, qui n'existe que chez l'homme. Et puis, vous avez un sphincter strié, un peu comme chez la femme aussi. Mais donc, il y a 3 étages de contrôle pour assurer la rétention urinaire. Et c'est ce que j'ai représenté sur cette coupe frontale que je vous ai mis à disposition. Ça, c'est le sphincter lisse, la prostate, et le sphincter strié, il est ici, c'est l'élément le plus caudal.
Élément suivant, ce sont les organes génitaux externes chez l'homme, qui constituent le pénis. Et le pénis est formé tout autour de la dernière portion de l'urètre. La caractéristique à ce moment-là, c'est que ce tuyau, l'urètre, est emballé dans des corps érectiles. Il y en a deux. Le premier, c'est le corps spongieux de l'urètre, un manchon de tissu érectile qui entoure complètement l'urètre. Et quand on arrive à l'extrémité libre du pénis, ce corps spongieux prend un développement tout particulier, et c'est le corps spongieux de l'urètre qui, à lui seul, forme le gland du pénis, son extrémité distale, qui a une forme un peu comme un chapeau de champignon. L'autre élément qui intervient dans les corps érectiles, est bilatéral et symétrique, ce sont les deux corps caverneux. Il y en a un à gauche et il y en a un à droite. Et tout ça se plaque l'un contre l'autre pour former finalement le volume global du pénis. Donc l'érection, c'est un phénomène neurovasculaire. Neuro, parce qu'il faut un contrôle neurologique, et vasculaire, c'est un système où on remplit ces corps érectiles avec du sang sous pression pour augmenter le volume du pénis et pour le rendre rigide. Ces différents éléments qui constituent le pénis sont très solidement attachés au bassin osseux et au plancher du petit bassin. Ça donne un amarrage du pénis qui permet de répercuter les mouvements du bassin sur le mouvement du pénis lors des relations sexuelles. Troisième élément dans notre exposé d'aujourd'hui, ce sont les organes génitaux féminins. Alors, il y a une partie du système génital qui est dans le petit bassin. Il y a aussi des organes génitaux externes qui font partie du périnée. Dans le petit bassin, premier élément, l'ovaire. Deux ovaires, un gauche, un droit. L'ovaire est la gonade chez la femme, c'est l'organe qui produit les ovocytes. Un ovaire, c'est petit. Vous voyez les dimensions, 12, 15, 30 mm. Un organe qui pèse 6 à 8 grammes. Donc c'est léger, un ovaire, c'est plus léger qu'un testicule. Et cet organe va devenir tout à fait atrophique après la ménopause. Chez une femme ménopausée, l'ovaire ressemble à un petit galet grisâtre, dur, dans le petit bassin. Par contre, chez la femme qui est en âge de procréation, l'ovaire a sa caractéristique macroscopique, c'est sa couleur blanche. Et vous savez qu'on fait de plus en plus de chirurgie par endoscopie aujourd'hui. Bien quand on fait de l'endoscopie dans le petit bassin d'une femme, cette caractéristique blanche de l'ovaire est très utile pour le repérer dans le petit bassin parmi tous les autres organes qui sont là. Quand l'ovaire n'est pas encore en fonctionnement, chez la petite fille, chez la jeune fille, avant la ménarque, sa surface est lisse. Et puis une fois qu'il va se mettre à fonctionner et qu'il va émettre périodiquement les ovocytes, chaque ovulation va laisser une cicatrice à la surface de l'ovaire, ce qui va finalement lui donner un aspect bosselé. Alors l'ovaire, où est-ce qu'il est situé? Il est dans le petit bassin. Et chez la femme, comme chez l'homme, il y a un phénomène de migration embryonnaire. C'est-à-dire qu'au départ, l'ovaire, comme le testicule, se constitue, se forme sur la paroi abdominale dorsale, près des reins.
Et toujours durant la vie embryonnaire, l'ovaire va glisser le long de la colonne lombaire, il va arriver dans le grand bassin, et puis il va enjamber l'artère iliaque externe, et il va tomber dans le petit bassin. En faisant tout ce trajet, il va tirer derrière lui l'artère ovarique, qui est l'artère gonadique chez la femme. Et donc, je vais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'homme. Vous allez voir cette artère qui se détache de l'aorte abdominale et puis qui vous montre le trajet que l'ovaire a suivi durant sa vie embryonnaire. La différence, c'est que le testicule, il va partir vers l'avant, il va sortir de la cavité abdominale, tandis que l'ovaire, lui, il va rester à l'intérieur, il va tomber dans le petit bassin et il va être pendu au bout de son artère ovarique, un peu comme le testicule est pendu au bout de son artère testiculaire. Ça va nous donner une vascularisation tout à fait privilégiée, efficace, mais on va se retrouver de nouveau avec un risque éventuel de faire une torsion de l'ovaire, puisqu'on a de nouveau une espèce de prune qui pend au bout de la branche du prunier. Mais la torsion chez la femme, la torsion ovarique, c'est beaucoup plus rare que la torsion testiculaire chez l'homme. Pourquoi? Parce que l'ovaire va pas seulement pendre au bout de son artère, il va aussi être attaché à l'utérus et il va aussi être attaché à la trompe utérine. Et ça va lui donner une mobilité beaucoup plus contrôlée. Et la torsion ovarique chez la femme est un phénomène beaucoup plus rare que chez l'homme. Ah ben voilà, je vais mis sur Web Campus le dessin. Vous avez l'artère ovarique qui part de l'aorte abdominale, qui fait tout son trajet, et puis qui tombe dans le petit bassin. Et vous avez un ligament qui va relier l'ovaire à l'utérus. Alors, on ne s'est pas cassé la tête en termes de nomenclature. On a appelé ça tout simplement le ligament utéro-ovarique. Et puis, vous avez un autre ligament qui va unir, qui va relier l'ovaire à la trompe utérine. On ne s'est pas cassé la tête. On appelle ça le ligament tubo-ovarique. Et l'artère ovarique est emballée dans une gaine de tissu conjonctif. Ce ligament-là, on l'a appelé le ligament suspenseur de l'ovaire. Le résultat, c'est que quand il y a une grossesse, l'utérus va augmenter de volume d'une façon assez ahurissante. Et comme les ovaires sont attachés à l'utérus, ben les ovaires vont être emportés par cette croissance de l'utérus. Chez une femme enceinte qui est en fin de grossesse, l'ovaire n'est pas du tout dans le petit bassin, il est remonté quelque part bien haut dans la cavité abdominale. Vient l'accouchement, l'utérus va reprendre sa position dans le petit bassin après s'être vidé, mais tout ça va étirer, va distendre les ligaments dont je vous ai parlé. Et si on examine une patiente qui a eu 5, 6 grossesses, ben son ovaire, il n'est plus du tout dans la position de départ. L'ovaire, chez une femme qui a eu plusieurs grossesses, va se retrouver beaucoup plus bas dans le petit bassin. Et ça, évidemment, pour le diagnostic de toutes les pathologies gynécologiques, ben ça change fort le raisonnement qu'on doit suivre parce que la position n'est plus du tout la même dans le petit bassin. Alors l'ovaire, il va fabriquer un ovocyte et il va émettre cet ovocyte, il va l'éjecter de sa surface. Et où est-ce qu'il se retrouve à ce moment-là, cet ovocyte? Eh bien, il est dans la cavité péritonéale de la femme.
Donc, il y a un deuxième élément qui intervient, qui est la trompe utérine, la trompe de Fallope. Et la trompe de Fallope, elle est implantée sur l'utérus, puis elle part en direction latérale, elle va vers l'ovaire, elle va passer au-dessus de l'ovaire, puis elle va lui retomber dessus, si je puis m'exprimer ainsi. Et cet organe, on l'a appelé la trompe utérine parce que, bon, ça a été décrit par un anatomiste italien au XVIIe siècle, et ça lui a fait penser à la forme des trompettes, des longues trompettes de l'Empire romain, vous voyez, un peu le style gladiateur, avec une extrémité évasée, qu'on a appelé le pavillon de la trompe utérine. Sauf que, dans les trompettes de l'Empire romain, l'extrémité de la trompette, c'est un bel entonnoir bien régulier, tandis que en anatomie, l'extrémité de cette trompe utérine se fait découper en de très nombreuses languettes qu'on appelle les franges ovariques. Et vous voyez qu'ici, sur ce dessin, on a mis des crochets parce qu'on a artificiellement écarté la trompe utérine par rapport à l'ovaire. Et dans la situation anatomique normale, la trompe utérine, elle est tout le temps en contact avec la surface de l'ovaire, elle balaye la surface extérieure de l'ovaire, elle est tout le temps en train de chercher s'il n'y a pas un ovocyte qui a été émis. Donc c'est quelque chose qui ressemble un peu à une pieuvre qui a attrapé une proie et qui tient la proie dans ses multiples tentacules. Ben, le pavillon tubaire, il se comporte un peu comme ça vis-à-vis de l'ovaire. Et son objectif à la trompe utérine, c'est de capter l'ovocyte et de l'aspirer dans sa cavité, parce que c'est un organe qui est creux. Alors, cet ovocyte va être emporté dans la trompe utérine, qui comporte une partie un peu plus dilatée, qu'on appelle son ampoule. Et normalement, quand tout se passe bien, c'est au niveau de l'ampoule de la trompe utérine que se fait la rencontre entre l'ovocyte et les spermatozoïdes, et c'est normalement là que se fait la fécondation. Et une fois que l'ovocyte est fécondé, il va continuer son trajet dans la trompe utérine et il va arriver dans l'utérus. Alors l'utérus, c'est l'organe de la gestation. Il est destiné, cet utérus, à abriter l'ovocyte qui a été fécondé, l'embryon, le fœtus. Il est destiné à permettre l'implantation du placenta. Tout ça, c'est pour la gestation. Ça va permettre le développement de l'enfant. Et le deuxième rôle de l'utérus, en fin de grossesse, ce sera d'expulser le fœtus à l'extérieur. C'est le rôle du constituant musculaire de l'utérus de produire les contractions qui permettent l'accouchement par voie basse. L'utérus, quand vous le regardez de face, il est dans le plan sagittal médian. Un utérus normal, il n'est pas basculé vers la droite, il n'est pas basculé vers la gauche, il est dans le plan sagittal médian et il a, dans l'ensemble, la forme d'une poire. Alors plutôt une poire de style conférence, une poire très allongée, ce qui fait que la grosse extrémité de la poire est du côté crânial, on appelle ça le fond utérin. Puis vous avez 2/3 du volume qui est encore assez large, qui s'appelle le corps de l'utérus, et finalement une partie plus rétrécie qui s'appelle le col utérin. Et le col utérin va venir s'ouvrir dans la partie crâniale du vagin. Là encore, vous devez vous rendre compte que en dehors de la grossesse, un utérus, c'est pas grand.
4 cm de large au niveau du fond utérin, 7 cm de grand axe crânio-caudal, tout ça pour un poids de 50 à 100 grammes. L'utérus est constitué de couches concentriques. Alors, au centre de l'utérus, vous avez une cavité. La cavité qui est dans le corps de l'utérus, ce dessin est un peu mal fait, je trouve, parce que c'est une cavité virtuelle, c'est-à-dire que les parois se plaquent l'une contre l'autre et il n'y a pas de vide au centre. Ça s'appelle le cavum utérin. Et le cavum utérin, il a globalement la forme d'un T majuscule, ou plutôt d'un Y, un Y dont on écarterait fort les deux branches. Résultat, bien, quand vous aurez l'occasion de voir un stérilet, un dispositif intra-utérin, c'est un moyen contraceptif, eh bien, les stérilets, alors il y en a beaucoup de modèles différents, mais vous allez toujours voir un dispositif qui a cette forme de T ou de Y à branches très élargies, très écartées. C'est justement, pardon, c'est justement pour pouvoir s'adapter à la forme du cavum utérin. Et puis, dans le col de l'utérus, au centre du col de l'utérus, vous avez une autre cavité qui, encore une fois, est une espèce de ballon de rugby, mais très allongé. On appelle ça la cavité cervicale. Et la cavité cervicale, ça, c'est une cavité réelle. Mais ce n'est pas béant, c'est bouché par un bouchon de mucus qu'on appelle la glaire cervicale. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est chez une femme adulte. Chez un enfant, c'est différent. Je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, simplement pour vous dire que chez une petite fille, il y a un gros col utérin et un tout petit corps de l'utérus. Et au moment de la puberté, l'anatomie change et c'est surtout le corps de l'utérus qui se développe et le col un petit peu moins pour aboutir à ces rapports 2 tiers, 1 tiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui constitue la masse de l'utérus? Eh bien, c'est un système donc, de couches concentriques. Vous avez cette cavité au centre, puis vous avez une muqueuse très très particulière. Et là, je vais vous renvoyer en histologie et en physiologie. C'est ce qu'on appelle l'endomètre. Endo à l'intérieur, endomètre. Et c'est cette couche de muqueuse qui subit des modifications très importantes au cours du cycle menstruel de la femme et puis qui finit par desquamer, par être éliminé avec un saignement concomitant. Et c'est cette élimination de l'endomètre qui constitue les règles chez la femme. Donc une cavité, un endomètre et puis une très épaisse couche de fibres musculaires lisses qu'on appelle myomètre, qui est le constituant le plus volumineux dans l'utérus. Et finalement, à l'extérieur, une gaine de tissu conjonctif avec de la graisse. Ça, c'est ce qu'on appelle le paramètre. Endomètre, myomètre, paramètre. Bon, vous regardez l'utérus de face, il est bien rectiligne, il est dans le plan sagittal médian. Vous regardez l'utérus de profil et vous voyez que ce n'est pas du tout le même aspect. Qu'est-ce qui est différent? Deux choses. D'abord, l'utérus est basculé vers l'avant. Il vient s'appuyer sur la vessie urinaire, il part vers l'avant, c'est ce qu'on appelle l'antéversion de l'utérus.
Deuxième élément qu'on voit de profil et qu'on ne sait pas voir de face, ce qu'on appelle l'antéflexion de l'utérus. C'est-à-dire que l'axe du corps n'est pas exactement dans le prolongement de l'axe du col de l'utérus. Il est un peu plié sur lui-même, si vous voulez. Et curieusement, ces caractéristiques anatomiques sont indispensables pour la fertilité. Donc, il y a, parmi toutes les causes d'infertilité, il y a aussi des malformations utérines où vous avez un utérus qui est basculé vers l'arrière ou un utérus qui est beaucoup trop rectiligne, et ça empêche son bon fonctionnement. Le col de l'utérus est associé à la partie la plus profonde du vagin. Ce qui veut dire qu'il y a une partie du col utérin qui est supravaginale, dans le petit bassin, et il y a une partie du col de l'utérus qui est à l'intérieur de la cavité du vagin, et ça, c'est ce qu'on appelle sa portion intravaginale. Le vagin, c'est un conduit cylindrique, et ce conduit cylindrique vient se souder à la périphérie du col utérin. Il se soude très, très solidement. Une désinsertion du vagin par rapport au col, oui, ça se voit, mais c'est vraiment exceptionnel. Il y a une soudure très forte entre les deux organes. Et cette partie intravaginale du col de l'utérus, c'est la partie que les gynécologues peuvent examiner lors de l'examen gynécologique au spéculum. On utilise un instrument qui écarte les parois du vagin pour pouvoir regarder jusqu'au fond, et on voit cette partie intravaginale du col. Alors, si on examine une femme qui n'a jamais eu d'accouchement par voie basse, on voit au niveau de cette partie du col utérin un tout petit trou, comme une tête d'épingle, qui est l'entrée de la cavité qui existe au centre de l'utérus. Par contre, chez une femme qui a eu un accouchement par voie basse, au moment de l'accouchement, dans une des phases de l'accouchement, il faut que le fœtus passe à travers le col utérin. Et pour ça, il va se dilater énormément, il va un peu se déchirer, puis il cicatrise, et à ce moment-là, à l'examen gynécologique, le col utérin présente un orifice qui est plutôt une fente. Et si on examine une dame qui a eu 5 ou 6 accouchements par voie basse, ça a laissé de multiples cicatrices, ça devient beaucoup plus irrégulier, beaucoup plus anarchique, si je puis dire. Ça, c'est une caractéristique anatomique qu'on utilise en médecine légale. Quand un médecin légiste qui examine un corps, un cadavre, doit déterminer si la personne en question a eu ou pas des accouchements par voie basse, ben ça, la caractéristique anatomique du col donne la réponse à cette question. Évidemment, si la personne a eu un accouchement par césarienne, alors le col n'a pas été déchiré et dilaté, et donc vous n'avez pas ces modifications morphologiques. Alors, qu'est-ce qui tient l'utérus en place? Une série de ligaments. Et là encore, ces ligaments, pendant la grossesse, ils vont être fameusement distendus, étirés. Et je vais encore une fois vous dire ce que je vous ai dit pour l'ovaire. L'anatomie chez une femme qui n'a jamais eu de grossesse est différente de l'anatomie d'une maman de 5 enfants. Alors, les ligaments qui attachent l'utérus, il y en a un qui part vers l'avant, qui passe à travers le canal inguinal, qui traverse la paroi abdominale ventrale et qui va se fixer dans les tissus sous-cutanés devant la symphyse pubienne. C'est un ligament fibreux qui a la forme d'un petit cylindre. Alors on l'a appelé le ligament rond de l'utérus. Ça, je vais dire, ça tire le fond de l'utérus vers l'avant. Vous allez avoir un peu l'inverse. Il y a un ligament qui s'attache plutôt sur le col de l'utérus, qui part vers l'arrière et qui va l'attacher au sacrum.
Du coup, on l'a appelé le ligament utérosacral. Vous en avez un à gauche, vous en avez un à droite. Les ligaments ronds, il y en a deux aussi. Il y en a un à gauche, il y en a un à droite. Et puis, finalement, au niveau du col, à gauche et à droite, vous avez un ligament qui reste dans un plan transversal et qui va attacher le col de l'utérus à la paroi interne du petit bassin. Et ces deux ligaments-là, on les appelle les ligaments cervicaux transverses, puisqu'ils restent dans un plan transversal. En gynécologie, pour les femmes âgées, surtout celles qui ont eu plusieurs grossesses, une pathologie qu'on rencontre assez souvent, c'est le fait que ces ligaments ayant été distendus, l'utérus a tendance à tomber plus bas que la normale dans le petit bassin. C'est ce qu'on appelle un prolapsus, et ça donne toute une série de symptômes désagréables pour la patiente. Alors l'utérus, il a une vascularisation très développée. Il a une vascularisation qui lui est donnée par l'artère utérine. Il y a une artère utérine à droite, il y a une artère utérine à gauche. Donc c'est un organe qui a deux pédicules vasculaires sur chacun des côtés latéraux. L'artère utérine se détache de l'artère iliaque interne. Elle descend dans le bassin, puis elle fait une crosse. Elle arrive à côté de l'utérus et là, elle remonte le long du col et puis du corps de l'utérus. Et c'est une artère qui a une forme de serpentin. Pourquoi est-ce que cette artère utérine a cette forme-là? Eh bien, simplement parce qu'elle est prévue pour pouvoir se déplier au fur et à mesure des semaines et des mois de grossesse. L'utérus va beaucoup grandir. La première chose qui va se passer, c'est qu'on va transformer ce serpentin en ligne droite pour pouvoir s'adapter aux modifications de volume. Mais la croissance de l'utérus pendant la grossesse est tellement faramineuse que ça ne suffit pas. Et donc, pendant la grossesse, la femme va fabriquer un bout supplémentaire d'artère utérine. Elle va allonger son artère utérine. Elle va multiplier par 3 la longueur de son artère utérine et elle va multiplier par 3 le diamètre de l'artère utérine, puisque à ce moment-là, il faut donner une vascularisation très très importante, le but étant de pouvoir vasculariser le placenta et par là de vasculariser l'enfant. Et c'est vraiment un élément tellement important pour la survie de l'espèce que je vais revenir un petit peu plus en arrière. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'artère ovarique. Et quand elle arrive sur l'ovaire, elle donne une branche qui est destinée à l'ovaire. Elle donne une branche qui part sur la trompe utérine, qui suit la trompe utérine et qui va rejoindre l'artère utérine. Donc vous avez une anastomose très efficace entre l'artère ovarique et l'artère utérine. Quand la femme n'est pas enceinte, son artère ovarique sert essentiellement à vasculariser son ovaire. Pendant la grossesse, l'ovaire est mis au repos, il ne fonctionne plus. Et donc, on utilise l'artère ovarique pour amener un supplément de vascularisation vers l'utérus, toujours dans le but de vasculariser au maximum le placenta et l'enfant. Alors, dans les branches qui se détachent de l'artère utérine, vous voyez, c'est une distribution en dents de peigne, on a déjà vu ça souvent. Il y a une artère qui est toujours plus volumineuse dès le départ. On l'appelle l'artère du fond utérin. C'est la branche de l'artère utérine qui donne la vascularisation du fond de l'utérus. Pourquoi est-ce que cette branche-là est toujours plus volumineuse? Bien parce que dans le cas idéal,
c'est dans le fond utérin que le placenta se fixe. Pourquoi est-ce que je dis dans le cas idéal? Parce que si vous avez le placenta au fond et puis l'enfant en dessous, au moment de l'accouchement, le placenta ne gêne pas l'évacuation de l'enfant. Dans les grossesses compliquées, vous avez des cas où le placenta a la mauvaise idée d'aller s'implanter, par exemple, sur la paroi latérale de l'utérus. Et à ce moment-là, au moment de l'accouchement, quand l'enfant va descendre, ben, il va écraser son propre placenta. Il ne va plus être aussi bien vascularisé. Et ça donne un accouchement beaucoup plus difficile. Alors voilà quelques statistiques concernant la croissance utérine au fur et à mesure de la grossesse. Il est évident que ça a de nombreuses conséquences. Par exemple, le poids de l'utérus comprime la vessie urinaire. L'utérus est déposé sur la vessie à ce moment-là. Et les femmes enceintes ont besoin d'aller uriner beaucoup plus souvent parce qu'elles ne savent plus remplir aussi bien leur vessie. Ça comprime les masses intestinales grêles, ça comprime le côlon. Enfin, c'est assez effrayant finalement. Vous pourrez peut-être un jour donner un conseil intéressant à des femmes enceintes qui viendront à la pharmacie. Dans cette augmentation de volume de l'utérus pendant la grossesse, il y a un élément. Pourquoi est-ce que ça fait ça toujours? Il y a un élément, c'est la veine cave inférieure. Parmi tout ce que l'utérus comprime, ben, il peut aussi comprimer la veine cave inférieure. Et c'est le cas en particulier la nuit, pendant que la future maman dort. Ben, si elle se couche simplement sur le dos, en décubitus dorsal, ben, le poids de l'utérus va basculer vers la colonne vertébrale. Alors, ça va s'appuyer sur l'aorte abdominale, mais l'aorte abdominale, bon, elle fonctionne à très haute pression, elle a une paroi qui est élastique, qui a une tenue spontanée, l'aorte abdominale va s'en accommoder. Par contre, la veine cave inférieure, elle a une paroi fine, molle, et elle va se faire complètement écrabouiller. Résultat, ben, le retour veineux, en particulier le retour veineux des membres inférieurs, va se faire beaucoup moins bien pendant la nuit. Et vous allez vous retrouver face à des femmes enceintes qui vous disent que quand elles se réveillent le matin, elles ont des jambes comme des poteaux et des pieds complètement gonflés. Et là, vous pouvez donner un conseil très simple à cette personne. Vous devez lui conseiller de dormir en se couchant sur son côté gauche. Parce que la veine cave inférieure, ben, elle est du côté droit. Et si vous vous couchez sur votre côté gauche, le poids de l'utérus va partir vers la gauche et va beaucoup moins comprimer votre veine cave inférieure. Et le retour veineux pendant la nuit sera beaucoup plus efficace. Un élément important à vous signaler, c'est l'innervation de l'utérus. Alors nous sommes au niveau d'une innervation autonome, involontaire, inconsciente. Et assez rapidement, quand la médecine s'est développée, on a cherché des moyens d'obtenir un accouchement sans douleur. Donc on s'est demandé si on pouvait anesthésier l'utérus, le vagin, la vulve, pour que l'accouchement produise beaucoup moins de douleur. Mais quand on parle d'une innervation, il y a toujours deux aspects. Il y a un aspect sensitif, mais il y a aussi un aspect moteur. Et donc on a eu peur au départ qu'en anesthésiant l'utérus pour l'accouchement, bien sûr, il n'y aurait plus de douleur, mais l'utérus serait paralysé. Il n'aurait plus ces contractions périodiques qui sont fondamentales pour expulser le fœtus dans le milieu extérieur. Et là, on a eu un coup de bol qui nous a été donné par l'anatomie. Alors, voilà un petit schéma très simple d'une coupe sagittale médiane. Et en fait, il y a plusieurs circuits neurologiques qui contrôlent l'utérus, le vagin et la vulve. Ce qui est dessiné en orange,
c'est un circuit orthosympathique où les fibres nerveuses quittent la moelle épinière et ça se passe assez haut dans la colonne vertébrale. Ça se passe à hauteur des vertèbres T10, T9. Et puis, les fibres nerveuses ont un très long circuit que je ne vais pas vous détailler toutes les étapes successives, les ganglions, les plexus, etc. Mais on est en dehors de la colonne et on aboutit au corps de l'utérus. Et on contrôle le corps de l'utérus par ce circuit neurologique-là. Et puis, il y a un deuxième circuit qui quitte la moelle épinière, mais beaucoup plus bas, à la terminaison de la moelle épinière. Les fibres nerveuses restent à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et puis, finalement, les fibres nerveuses sortent au niveau du sacrum. On est dans le petit bassin. Et on contrôle de cette manière-là le col de l'utérus et la partie profonde du vagin. Et puis, il y a un troisième réseau que j'ai dessiné en vert qui est là, qui ne fait pas partie du système nerveux autonome, mais qui fait partie du système nerveux volontaire conscient. Et ça, ce sont des nerfs qui vont aussi rester longtemps dans la colonne vertébrale, qui vont être au centre du sacrum, qui vont finir par sortir du sacrum dans le petit bassin et qui donnent la sensibilité de la partie la plus caudale du vagin, son orifice d'entrée, et de la peau qui recouvre les organes génitaux externes. Résultat, c'est la péridurale. C'est-à-dire que l'anesthésiste injecte un produit anesthésiant dans la partie basse de la colonne lombaire, et donc on bloque les circuits neurologiques qui donnent les douleurs au niveau du vagin quand l'enfant dilate le vagin à la phase finale de l'accouchement. On bloque les douleurs quand l'enfant dilate la vulve pour finalement sortir dans le milieu extérieur. Ça réduit énormément les douleurs de l'accouchement. Mais par contre, on ne bloque pas le circuit qui contrôle le corps de l'utérus, et donc on ne paralyse pas les contractions utérines. Les contractions utérines continuent de manière tout à fait efficace pour progressivement faire descendre l'enfant et le faire naître. Bon, mais je regarde ma montre et je vois qu'on est finalement arrivé au bout de notre créneau horaire. Il y avait un autre cours qui était prévu demain, mais visiblement le secrétariat m'a dit que ça créait toute une série de conflits pour des examens d'anglais et d'autres choses. Donc, c'est ici que le cours va se terminer. Je vous souhaite un bon travail, une bonne étude pendant votre blocus et un beau résultat à l'examen. À bientôt. Au revoir.